Bonjour à tous. On continue notre révision. Cette fois-ci, on passe à la partie traité. Le premier chapitre concerne les circuits logiques programmables, ce qu'on appelle les PLD en anglais, Programmable Logic Devices. Donc, ce sont en fait plusieurs fonctions qui sont intégrées dans un seul circuit. Donc, un seul circuit intégré remplace plusieurs circuits classiques comme ceux que vous avez vus l'année dernière pour réaliser des fonctions logiques de base. Et puis, bon, on le programme à l'aide d'un logiciel. Donc, on crée, on protège le programme. On peut transférer et modifier la fonction. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de changer ni la carte dans laquelle on va mettre les composants, ni les composants eux-mêmes. Donc, pour pouvoir réaliser les fonctions logiques, il nous faut les fonctions logiques de base. Donc, dans un PLD, il y a des blocs logiques avec des porte-noms et ou. Et en plus de ça, nous avons le choix entre des sorties combinatoires ou séquentielles. Alors je vous rappelle que une fonction est séquentielle si elle dépend du temps. Donc si elle fonctionne en fonction d'un signal d'horloge. Donc là, des entrées avec des portes inverseuses pour réaliser la fonction non, une matrice en et à la fin une matrice en ou, et on rajoute des cellules de sortie qui permettent le choix entre des sorties combinatoires ou bien séquentielles. En général, une fonction s'écrit sous la forme par exemple y égale A B bar plus C, donc il nous faut le bar, donc inversion, il nous faut le et logique et il nous faut le ou logique. Exemple de circuit intégré, programmable, PLD, l'ISP-LSI 10-16E, il a 32 entrées-sorties. Donc c'est programmable, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas que des entrées d'un côté et des sorties de l'autre. On peut choisir le sens, comme pour le PIC. 16 blocs logiques et au total, il contient 2000 portes logiques et 96 bascules T. C'est pour vous dire le nombre de circuits intégrés qu'il remplace. Avec quoi on va le programmer? Avec le langage Abel. Qu'est-ce que c'est que le langage Abel? C'est un langage qui va permettre de programmer le PLD en utilisant soit des équations logiques, soit des tables de vérité, comme on fait pour étudier les circuits logiques standards. Comme n'importe quel programme, il se divise par des sections, il est organisé comme n'importe quel programme, quoi. Donc d'abord l'entête, où on trouve des mots-clés modules suivis du nom du fichier, title qui signifie titre, suivi d'une description du fonctionnement, il va se terminer par un end. Donc entre title et end, il y a le programme principal. Exemple, module logique 1, title entre guillemets, entre apostrophe alarme de phare, end logique 1. Deuxième partie, qui est comprise entre title et end, les déclarations. Dans la partie déclaration, on va déclarer d'abord la référence du circuit, quel type de circuit il s'agit, puisqu'il y a plusieurs références, et le brochage des entrées, où est-ce qu'on a branché les entrées. Donc là, on va donner le nom des variables qu'on va utiliser dans le programme et leur correspondance externe, comme on l'a vu sur le schéma, par exemple ici. Là, on a l'entrée 5, l'entrée 4, l'entrée 3, enfin l'entrée-sortie, ça dépend de ce qu'on a vu, comment on a programmé. Donc on a dit, on a la correspondance entre les entrées et leur numéro. Même chose pour les sorties, sauf qu'on rajoute isType. isType, ça veut dire le type de sortie. Ça peut être soit combinatoire ou bien séquentiel en mettant règle. Exemple donc de déclaration. Donc logique 1, c'est le nom qu'on a donné ici, après module, et à la fin se termine aussi le même nom. Et là, on met la référence du circuit P22V10. On déclare les variables CLP comme étant des entrées broches 5, 6 et 10, et les sorties S1 et S2. Ce sont les sorties de 3 du type combinatoire. Ici, elles ne dépendent pas d'un signal d'horloge. Une petite remarque, on peut regrouper un ensemble de variables logiques pour en faire une seule variable numérique. Ça permet d'affecter une valeur à toutes les variables logiques sans avoir à les faire une par une. Si je peux par exemple mettre Q0 et Q1, Q2, etc. jusqu'à Q est égal à 0, il suffit de mettre S égale à 0, ce qui fait que ça va entraîner automatiquement la mise à 0 de toutes les autres variables. Donc il y a une sorte de conversion entre binaire et décimal ici. S étant la valeur décimale, et Q7 jusqu'à Q0, ce sont les bits sur lesquels elle est codée. Troisième partie, toujours entre la déclaration et le end, la description. Maintenant, c'est là où on va rentrer dans la fonction logique elle-même. Soit par équation logique. Dans ce cas-là, pour écrire une équation, nous avons besoin d'opérateurs. Il y a les opérateurs arithmétiques plus, moins, étoile, divisé. Logique, alors cette fois-ci, on va utiliser des symboles spéciaux, le point d'exclamation pour le non, le dièse pour le ou,
et le AND pour le et. $1 pour l'exclusif. On peut aussi faire des tests comparaison. Quand on dit est-ce que deux valeurs sont égales, on met 2 égales. Est-ce qu'elles sont différentes? Donc elles ne sont pas égales, donc point égal barre, hein, si on veut, inférieur, supérieur, etc. On peut aussi faire des tests avec des expressions du genre if, then, else, si, alors, sinon. Exemple, voilà quelques exemples d'écriture d'équations. Donc les équations vont dépendre du fonctionnement du système et donc de l'algorithme qu'on a utilisé. Ou alors on peut, au lieu d'utiliser les équations logiques, on peut utiliser la table de vérité. Parce que là, en principe, pour trouver les équations logiques d'un système, il faut d'abord connaître sa table de vérité et ça part du cahier de charge. Si on n'a pas envie de faire ce travail-là pour trouver l'équation, on peut directement saisir la table de vérité. C'est simple, mais c'est lent. Et je pourrais aussi rajouter long, L-O-N-G, pour dire que ça prend beaucoup de place, surtout si on a beaucoup de variables d'entrée. Avec 2 ou 3 variables d'entrée, bon, ça nous fait 4 ou 8 lignes, il n'y a pas de problème. Mais si on arrive à une dizaine de variables, là, on arrive à 1024 facilement, 1024 lignes à écrire. Quand on dit beaucoup de travail, il y a un risque d'erreur. Le principe est simple, à gauche, comme pour la table de vérité, nous avons les entrées, et à droite, les sorties. Et là, on donne toutes les combinaisons à gauche, et on donne leurs valeurs à droite. Il faut respecter la syntaxe, bien sûr, les accolades, les virgules, etc. Les parenthèses, il faut tout respecter pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la compilation du programme. Quand il s'agit maintenant de variables séquentielles, on va utiliser le diagramme d'état, utilisé pour les sorties séquentielles parce qu'elles dépendent d'un signal d'horloge. On verra l'exemple plus tard. On le déclare par state diagramme et à côté on met les variables qui changent suivant une horloge qu'on aura déclarée dans la partie équation. On verra l'exemple. Exemple de passage entre deux états, parce que là, quand on dit diagramme d'état, ça veut dire qu'on va passer d'un état à un autre avec des conditions. Ici, il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire quand on est à l'état x et y égale à 0, 0, il faut passer à l'état 0, 1, mais quand? Sur un franc de l'horloge. On verra l'exemple plus tard. Une dernière partie qui permet de faire des tests avant de programmer les PLD. Je vous rappelle que les premiers PLD étaient programmables mais non effaçables. Ce qui fait, et en plus, ils coûtaient cher, donc il fallait être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur dans le programme avant de le transférer dans le PLD. C'est pour ça que l'ordinateur fait des tests. Donc on choisit quelques combinaisons de l'entrée. Donc c'est une partie de la table de vérité et on met des X pour que le vecteur de test il nous donne les résultats et on va les comparer sur des chronogrammes. On va comparer les résultats donnés par le programme et ceux qu'on voulait déjà à la base. Si c'est OK, s'il n'y a pas d'erreur, on peut transférer tranquillement le programme vers le PLD. Premier exercice, on va faire un comparateur qui va comparer deux mots, X et Y, et chacun est formé de 4 bits, ABCD pour X et EFGH pour Y. Quand on fait une comparaison, il y a 3 possibilités, soit X est supérieur à Y, soit ils sont égaux, ou bien c'est X est inférieur à Y. Voici donc le brochage. J'ai donné le nom du circuit et les entrées et les sorties. Il me manque des flèches ici, que je rajouterai plus tard. Elles sont dans le sens comme ABCD. Et on a 3 sorties, 9, 10 et 11, sup, équal et inf. Donc première chose à faire, c'est l'entête, module, je l'ai appelé comp4. Title, donc là je décris un peu plus parce que là c'est juste un nom de fichier. Comparateur logique 4 bits. Je déclare d'abord le type de circuit ISP16, comp4 ISP16, device pardon. Et là je vais déclarer mes entrées, il y en a 8, ABCDEFGH, entre l'entrée 1 jusqu'à la 8. Et les sorties. Avant les sorties, pardon, je déclare d'abord le groupement. Je regroupe ABCD dans une seule variable que je vais appeler X et Y. C'est l'ensemble des variables EFGH. Les 3 sorties sup et inf sont branchées sur 9, 10 et 11. Et là, je rajoute isType comme. Donc, ce sont des sorties combinatoires et ne dépendent pas d'un signal d'horloge. Voilà maintenant la partie équation. C'est là où je vais rentrer dans le corps du programme. Alors, j'ai 2 solutions possibles. Soit je vais utiliser la condition if-then, parce que je vais comparer x et y. Si x est supérieur à y, alors sup doit être égal à 1. Je peux l'écrire différemment en mettant directement l'affectation de sup, qui est une variable logique, à une autre variable logique qui est la comparaison de x par rapport à y. Ça veut dire ici, est-ce que x est supérieur à y? Si la réponse est oui, sup est égal à 1, sinon sup est égal à 0. Même chose pour l'égalité. Égal, je vous rappelle que égal, le test c'est 2 fois égal, equal.
et inférieur, c'est inf qui sera égal à 1. Fin du programme. Deuxième exercice, un compteur module 4. Là, on va voir un système qui est séquentiel. Alors, je veux un compteur qui démarre lorsque je mets start égal à 1 et il va compter jusqu'à 3. C'est un modulo 4, donc de 0 à 3. Et il doit s'incrémenter sur un franc montant de l'horloge H. Donc, il y a deux entrées. Je possède deux entrées, start et H. J'ai deux entrées, start et H. Et trois sorties, S2, S1 et S0. J'ai fait ce qu'on appelle un diagramme d'état, qu'on avait défini en anglais state diagram. Là, ça me dit tous les états que vont prendre les sorties et les conditions pour passer d'un état à un autre. J'ai un compteur modulo 4, ça veut dire que j'ai 4 états, de 0, 0, 0 jusqu'à 0, 1, 1. Et pour passer d'un état à un autre, il faut une condition. Un compteur, normalement, il a besoin d'un signal d'horloge. Sauf que moi, j'ai rajouté un autre paramètre qui est start. Start, il va démarrer le compteur. Donc, au début, quand je suis à l'état 0, 0, 0, pour passer à l'état 0, 0, 1, il faut un signal d'horloge, mais aussi, il faudrait que start soit égal à 1. Une fois que j'ai démarré, je suis passé à cet état-là, je n'ai plus besoin de start. Il me suffit d'un signal d'horloge pour que le compteur s'incrémente et à la fin revient à sa valeur initiale. Bien, voici le programme, donc module compte 4, compteur modulo 4, déclaration compte 4 device P22V10. H et start, ce sont les entrées, je suppose qu'elles sont sur pin 1 et 2, je n'ai pas donné de montage. Et je suppose aussi que S0, S1 et S2 sont sur les sorties 3, 4 et 5. J'ai rajouté type reg cette fois-ci et non pas comme, parce que ce sont des sorties séquentielles qui dépendent de l'horloge. Comment déclarer au programme que H c'est l'horloge de S0, S1, S2? Ah ben, par cette formule-là. S0, S1, S2.CLK, ça veut dire clock, égale H. Ça veut dire que S0, S1, S2 ne peuvent pas changer d'état tant qu'il n'y a pas un franc montant sur H. Si je veux un frais descendant, je vais mettre barre. Donc je rajoute un point d'exclamation ici avant H pour que ça soit sur franc descendant. Si je veux séparer les horloges des trois signaux, je peux déclarer deux horloges différentes, H1 et H2, et chacune va agir sur une ou deux de ces variables-là. Mais ensuite, on met state diagramme. Je vais déclarer tous les états que j'ai sur le diagramme d'état ici, c'est-à-dire j'ai 0, 0, 0. Quelle condition pour aller à 0, 0, 1 et de 0, 0, 1, quelle est la condition pour aller à 0, 1, 0 et ainsi de suite jusqu'à revenir à l'état initial. Je reviens donc ici et je lance la première, state 0, 0, 0, when start, then go to 0, 0, 1. Ça veut dire que quand les sorties sont à l'état 0, 0, 0 et qu'elles veulent passer à 0, 0, 1, il faut que start soit égal à 1. Mais non seulement ça, mais aussi H, même si ce n'est pas écrit, le fait d'avoir déclaré ici que H est le signal d'horloge, automatiquement, c'est une condition qui va permettre de faire passer le système de cet état-là à l'autre. Par contre, pour le deuxième, comme on a vu, il n'y a pas when. Pourquoi? Parce que start ne rentre pas dans la condition pour passer de 0,01 à 0,10. Même chose pour l'état suivant. Et le dernier état, fin du programme. Voilà, on a vu jusqu'ici deux exemples où il y a un circuit combinatoire et un circuit séquentiel. Je vais en faire encore un autre exemple, le feu tricolore. 3 LED, cette fois-ci verte, orange et rouge, qui va s'allumer pendant 33 et 30 secondes. Alors, on n'a pas de temporisateur à l'intérieur du PLD. On peut en réaliser un, mais ça va prendre du temps et de la place. Moi, j'ai supposé dans mon application qu'on va avoir deux temporisateurs extérieurs. Un temporisateur de 30 secondes et l'autre de 3 secondes. On sait qu'un temporisateur, pour qu'il puisse fonctionner, il faut le déclencher par une impulsion. Alors, j'ai supposé ici que j'ai une impulsion positive. Donc, quand je vais donner un 1 suivi d'un 0 à la sortie M1, ça va démarrer la temporisation de 30 secondes. Et comme on le voit ici, il y a un changement d'état, il va revenir à son état initial. Donc, après 30 secondes, T030S sera égal à 1. Même fonctionnement pour T3S. IM2 lance la temporisation et à la fin de la temporisation, T3S devient égal à 1. Et les trois sorties que je dois mettre les unes après les autres égales à 1 avec une temporisation, 30 secondes pour le vert, 3 secondes pour l'orange et 30 secondes pour le rouge. Normalement, il faudrait que le rouge soit égal à 30 plus 3, mais bon, je n'ai pas voulu rajouter un troisième temporisateur. Le signal d'horloge, il est sur la broche 8, c'est de H. On va continuer donc. Alors, la première étape, je vais allumer la LED verte 1, 0, 0.
mais en même temps, je vais donner un franc montant sur IM1. 1, 0, donc IM1 passe à 1, IM2 reste à 0, et là je mets un 1 pour allumer la LED verte, les deux autres sont éteintes. Ensuite, après H, je vais remettre IM1 égale à 0, sans changer la LED verte. Ça veut dire que j'ai donné une impulsion passage à 1 et revenir à 0 sur IM1. Ça va permettre de déclencher la temporisation. Et donc, pour passer à l'étape suivante, je vais devoir attendre à la fin de la temporisation. J'ai synchronisé avec H. Donc, H et T30S doivent être égal à 1. Dans ce cas-là, je vais passer à la deuxième étape pour mettre L orange égale à 1. Mais cette fois-ci, ce n'est pas IM1 que je vais mettre à 1, c'est IM2 pour déclencher la temporisation de 3 secondes. Donc, j'ai besoin d'une première étape où IM2 égale à 1 avec L orange. Deuxième étape, la même chose, mais avec IM2 qui revient à 0, tout en gardant L orange égale à 1. Donc là, c'est une impulsion. Ces deux étapes-là, c'est une impulsion IM1. Ces deux celles-ci sont une impulsion sur IM2. Après 3 secondes, je vais refaire la même chose qu'avec le vert pour le rouge, cette fois-ci en mettant LR égale à 1, IM1 égale à 1, IM1 repart à 0. Et après 30 secondes, on revient à l'étape initiale. On va traduire maintenant ce diagramme sous forme de programme. J'ai gardé l'en-tête, je vous ai donné l'en-tête, feu rouge, déclaration, feu rouge, diversité, speed 16. Et là, on va déclarer les entrées et les sorties. Je vous rappelle qu'on a trois entrées en tout, l'horloge, avec T30S et T3S qui vont servir de fin de temporisation. Si vous revenez sur le montage, vous allez trouver que c'est 8, 2 et 4. Je déclare ensuite les sorties en deux parties. D'abord les impulsions des compteurs, des temporisateurs, et les sorties des LED pour les allumer. Les 5 sont du type règle parce qu'elles dépendent, toutes les 5, de l'horloge. C'est ce que je vais déclarer juste ensuite. IM1, IM2, LV, LOLR.CLK.clock égale à H. Comme pour l'exercice précédent, on va répéter les 6 étapes qu'on a vues dans le diagramme d'état. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Directement, on va à 0, 0, 1, 0, 0. Alors ça veut dire que c'est une impulsion sur IM1 tout en allumant la LED verte. Maintenant, on attend 30 secondes pour passer à l'impulsion sur IM2 et en allumant l'orange. Après 3 secondes, on met une autre impulsion sur IM1 et on allume la rouge. Voilà donc le principe de fonctionnement de ce feu rouge-là. Merci à vous et à la prochaine vidéo.